Voilà, donc nous pouvons commencer. Donc effectivement, je vais aborder avec vous le sujet du suivi microbiologique chez la femme enceinte. Donc comme vous pouvez vous en douter, c'est un sujet qui est assez large et donc en 15 minutes, c'est assez compliqué de tout aborder. Donc on va essayer de balayer les infections les plus fréquentes et les plus à risque pour lesquelles les recommandations belges mais aussi européennes sont donc de suivre la femme enceinte. Donc pourquoi les femmes enceintes sont sujettes à de nombreuses infections? Mais tout simplement puisqu'on est dans un état d'immunodéficience dans lequel on a donc les femmes enceintes ont des susceptibilités plus importantes aux infections et ce sont d'ailleurs les causes majeures de mort fétale et maternelle. Et donc c'est pour cela que différents groupes de recherche ont mis au point des recommandations, avec notamment en 2009 l'Office de la naissance et de l'enfance qui ont publié un guide de consultation prénatale qui reprennent de nombreuses recommandations, pas seulement microbiologiques, mais donc qui abordent le sujet de manière assez approfondie. Et alors, les recommandations de la KCE, donc le Centre fédéral d'expertise des soins de santé, publiées en 2015, donc c'est la version la plus récente, qui reprennent également leurs conseils donc au niveau microbiologique pour le premier trimestre, pour le deuxième trimestre et pour la fin de grossesse avec le streptobé. Donc pourquoi effectivement on a une augmentation de risque d'infection? Donc c'est dû à l'interaction des hormones sexuelles avec le système immunitaire notamment. Et donc on observe au cours du deuxième et du troisième trimestre une diminution du taux de lymphocytes B, lymphocytes T, CD4+ et CD8+, des natural killers, etc. Va mener à une augmentation de la sévérité de certaines infections reprises ici, mais effectivement, ce n'est pas une liste exhaustive. Donc, nous allons commencer par les infections bactériennes. La première, c'est la syphilis. Donc, c'est une MST qui est causée par le Treponema pallidum. Et l'OMS a recensé en 2016 plus d'1 million de femmes enceintes qui étaient affectées par cette pathologie, donc ce qui n'est pas négligeable. Et c'est pour cela que la KCE, mais d'autres organismes recommandent le dépistage chez la femme enceinte en début de grossesse, et notamment puisque le risque d'atteinte fétale est de 50%, donc ce qui est conséquent, et les complications néonatales sont notamment des avortements spontanés, des morts à la naissance ou encore des naissances prématurées. Donc pour ce qui est du screening biologique, ce qui se faisait avant, c'était la fluorescence par microscopie. Maintenant, c'est old school, ce n'est plus réalisé puisque les performances sont limitées et surtout puisqu'il faut des personnes avec une assez large expertise. Il y a certains articles qui ont montré des méthodes PCR, mais elles sont encore peu développées et montrent une sensibilité qui est limitée, ce qui fait que la méthode de choix reste la sérologie. Et donc, pour la sérologie, on va avoir une combinaison entre des tests tréponémiques et non tréponémiques, puisque la réponse immunitaire au Treponema pallidum va mener en fait à des anticorps qui vont être dirigés contre des antigènes spécifiques, donc c'est pour ça qu'on parle d'anticorps et de tests tréponémiques, mais aussi contre des antigènes qui ne sont pas spécifiques, donc on aura des anticorps qui vont être dirigés contre la cardiolipine, le cholestérol, etc., qui sont notamment dus à des lyses cellulaires. Et donc c'est pour cela qu'on associe un screening par un test qui est non tréponémique. On commence par celui-ci puisqu'il se positive plus tôt, 10 à 15 jours après l'apparition du chancre, alors que les tests tréponémiques, eux, se positivent plus tard. Et donc, on recommande un screening par ces premiers tests et puis une confirmation par les tests tréponémiques. Donc, comme vous l'avez vu, ce sont des méthodes qui sont manuelles. C'est pour ça que je trouvais intéressant de vous parler de cet article qui a été publié tout récemment, en 2020, par un groupe de recherche indien qui ont étudié des méthodes par dosage immunoenzymatique pour détecter les anticorps IgG et IgM. Ils ont montré une sensibilité, une spécificité qui était très importante et qui était notamment meilleure par rapport à celle des tests tréponémiques et non tréponémiques. Et donc, ce sont des méthodes qui pourraient être utilisées comme alternatives, d'autant plus qu'elles qu'elles peuvent être full automatisées et qu'on peut les mettre sur des plateformes full automatisées. Donc la seconde bactérie et la seconde infection dont nous allons discuter, c'est celle qui est causée par le Streptococcus agalactiae. Donc c'est le
c'est un commensal au niveau de la flore vaginale qui est présent chez 2 à 25% de la femme enceinte, des femmes enceintes. Et donc, en fait, ce qu'on va avoir, c'est un portage qui sera asymptomatique, mais on a un risque de transmission au moment de l'accouchement. Et c'est pour ça que la KCE recommande un screening universel de toutes les femmes enceintes, donc pour le GBS en fin de grossesse. Donc ici, les recommandations sont de faire le screening en 34 et 38 semaines d'aménorrhée. Ici, les complications pour le bébé seront notamment des septicémies, des pneumonies et des méningites. Et donc, les recommandations sont de collecter un frottis vagino-rectal qui va alors être ensemencé sur un milieu sang, donc sang de mouton, avec présence de gentamicine, tout simplement parce que les streptos sont résistants à la genta, donc ils vont pousser sur le milieu et on n'aura pas de contamination par le reste de la flore vagino-rectale. Et alors, ce milieu va être incubé entre 35 et 37 degrés pour une nuit, pour 24 heures. Donc ici, c'est un tableau qui reprend les différentes méthodes donc, qui sont potentiellement utilisables pour détecter le GBS. Donc la bêta-hémolyse, c'est ce que je viens de vous décrire à l'instant. Donc c'est l'image qu'on obtient après 24 heures d'incubation. Donc on a ces petites colonies avec cette image de halo blanc autour qui est due à la bêta-hémolyse qui est faite par le GBS. Et alors, au LUB, c'est cette méthode qu'on utilise associée à une confirmation par le MALDI-TOF, donc par spectro de masse. Et comme vous le voyez ici, ça permet d'augmenter à la fois la sensibilité et la spécificité plutôt que d'utiliser la culture seule. Il faut également savoir, et à titre indicatif, qu'il existe d'autres méthodes qui sont utilisées dans des laboratoires en Belgique. Ce sont notamment les milieux chromogéniques. Donc, ce sont des milieux de culture avec des substrats enzymatiques qui sont liés à des chromogènes. Et alors, en fait, la bactérie cible va être caractérisée par des systèmes enzymatiques qui vont venir métaboliser ce substrat et libérer le chromogène. Et c'est pour cela qu'on obtient des bactéries avec des couleurs en fait spécifiques. Et en fonction de la firme, comme vous voyez ici, ces 3 firmes différentes, Chromagard, Biomérieux et Thermo Fisher, en fonction du chromogène qu'ils utilisent, le GBS va apparaître dans différentes couleurs. Et ici, j'ai repris les différentes sensibilités et spécificités respectivement pour chacun de ces milieux. Et comme vous le voyez, ce sont des méthodes qui permettent quand même d'avoir d'assez bons résultats et qui permettent d'éviter en tout cas la confirmation par MALDI-TOF. Mais ce sont des milieux qui restent chers et qui restent utilisables simplement à ce but-là, alors que les milieux de sang permettent l'utilisation pour d'autres types de prélèvements. Et enfin, la dernière méthode qui n'est pas utilisée en Belgique, mais qui est notamment utilisée en France, c'est la PCR. Alors ici, j'ai repris un article publié en 2016 par un groupe iranien qui ont étudié cette PCR. Donc, ils ont étudié l'analyse comme cible du gène CFB qui code pour un camp factor dans le GBS. Ils l'ont comparé avec une méthode de référence qui est le séquencing de l'ARN 16S. Ils ont montré que la sensibilité était autour de 73 et la spécificité de 87. Donc, ce sont des résultats qui sont prometteurs. Et c'est d'ailleurs des méthodes, comme je vous l'ai dit, qui sont utilisées, qui sont commercialisées, avec notamment la firme BD. Ici, le souci, à mon sens, c'est qu'au final, il faut quand même atteindre la culture pour faire la PCR, donc on n'a pas de gain de temps. Par contre, ce qui est intéressant avec le GeneXpert, c'est qu'ici, à partir du frottis, on peut directement avoir un résultat, d'autant plus que ce sont des toutes petites machines qui peuvent être mises au lit du patient, donc ça pourrait également montrer une plus-value. Donc la dernière infection bactérienne que l'on va discuter, ce sont toutes les infections urinaires, puisque la femme enceinte peut montrer différentes formes d'infections urinaires, soit une colonisation asymptomatique, soit des cystites, soit alors des pyélonéphrite, donc l'infection au niveau des reins. Et chez la femme enceinte, toute infection urinaire est à risque de complications, et c'est pour cela que la KCE recommande de faire une analyse urinaire au second trimestre. Donc, au LUB, comment ça se passe?
ce prélèvement urinaire va être analysé au niveau du Sedimax qui va permettre d'associer à la fois les tigeettes, mais aussi le sédiment urinaire. Donc, on va centrifuger l'urine et prendre différents clichés grâce à un microscope, ce qui permet d'identifier, en tout cas de quantifier le taux de globules blancs, de globules rouges, de bactéries, etc. Et cette méthode va être associée à une culture sur un milieu spécifique, un milieu CLED, qui est un milieu qui permet à toutes les bactéries urinaires de pousser. C'est un milieu avec présence de lactose qui permet directement de savoir si la bactérie fermente ou non le lactose. Et la dernière caractéristique, c'est un milieu qui est faible en électrolytes et donc ça évite au protéus d'envahir toute la culture, mais il va quand même pousser, donc on va quand même pouvoir l'identifier. Et donc les bactéries qui sont principalement en cause, c'est en première place l'Escherichia coli, suivi de la Klebsiella, du protéus, de l'entérobactère et du Streptococcus saprophyticus. Donc, ensuite, nous allons passer aux infections par des parasites. Et ici, nous allons simplement aborder la toxoplasmose, puisque c'est la seule infection que l'on recommande de screener chez la femme enceinte. Donc, c'est une infection due au Toxoplasma gondii, donc un parasite intracellulaire. La prévalence en Belgique est de 50% chez la femme enceinte, donc encore une fois, ce n'est pas négligeable. Et l'infection se fait par consommation d'aliments qui sont contaminés. Donc en fait, ce qui va se passer au niveau du cycle, c'est que l'hôte définitif, donc le chat, va excréter des oocytes dans ses excréments. Ces excréments vont alors contaminer des aliments qui vont être consommés par des hôtes intermédiaires, notamment les bovins, les porcs, etc. Et donc, ces aliments, une viande en général qui n'est pas bien cuite, va pouvoir infecter l'être humain. Et alors, la maman va transmettre l'infection via le placenta à son fœtus. Qu'est-ce qui se passe alors en cas d'infection congénitale? On observe dans les formes les plus graves la fameuse image d'hydrocéphalie. Et ce qui est important à savoir, c'est que le risque d'avoir des soucis au niveau du bébé est plus important au début de grossesse qu'en fin de grossesse. Par contre, le risque de transmission va être plus faible en début de grossesse qu'en fin de grossesse. Et c'est pour cela que le dépistage est recommandé à faire donc en début de grossesse, étant donné que c'est à ce moment-là que le bébé est le plus à risque. Pour ce qui est du dépistage, comment ça se passe? Donc c'est 100% sérologique. On va faire le dosage des IgG qui vont permettre de savoir s'il y a eu une infection à la toxo. On va associer à cela les IgM pour savoir si l'infection est récente. Le souci ici, c'est que les IgM peuvent rester positifs pendant 18 mois. Donc, ce qui est recommandé de faire, c'est d'associer à ces tests, lorsqu'ils sont positifs, l'avidité des IgG. Et c'est en associant l'avidité des IgG à celle au dosage des IgM qu'on a la valeur prédictive positive la plus élevée pour savoir à quel moment a eu l'infection, donc avant, pendant la grossesse ou pas. Et donc les femmes qui vont être, elles, séronégatives vont être suivies tout au long de la grossesse pour vérifier s'il y a une infection au cours de la grossesse. Lorsqu'on a un doute, une suspicion d'infection au niveau du fœtus, il est possible de détecter directement la présence du parasite dans le sang de cordon ou dans le liquide amniotique par des méthodes PCR qui montrent une spécificité et une valeur prédictive positive de 100%. Et à ce moment-là, il sera alors possible de donner une prophylaxie par spiramycine. Et une fois que le bébé est né, il est également possible de faire des tests sérologiques, donc IgG, IgM, mais également de détecter la présence du parasite dans le sang et dans l'urine par une PCR. Et donc le bébé va être bien sûr suivi par des spécialistes. Et enfin, pour terminer, donc les infections virales, ici, étant donné que je n'ai plus beaucoup de temps, je ne vais pas détailler tout le tableau avec vous. Donc, ce que j'ai repris, en fait, ce sont les virus dont le suivi est recommandé par la KCE, donc la rubéole, le VIH, l'HSV, l'hépatite B et le CMV. Ce qui est important à savoir, c'est que le diagnostic repose essentiellement sur des méthodes de sérologie, avec certaines variantes en fonction du type de virus, mais on reste quand même sur des méthodes sérologiques. Et le diagnostic, le dépistage permet essentiellement deux choses, donc soit un traitement
de la maman, soit une vaccination, si la sérologie est négative pour la rubéole et pour l'hépatite B notamment, donc ce qui reste assez important. Et ces méthodes de dépistage ont permis de diminuer le risque de transmission in utero. Et le meilleur exemple, c'est le VIH, puisqu'il y a quelques années, le risque était de plus de 30%, alors que maintenant, on est à moins de 2% de risque de transmission in utero. Donc, j'ai gardé quelques minutes pour parler de la STAR 2020, donc du SARS-CoV-2 et de son impact sur les femmes enceintes. Donc, qu'est-ce qu'on savait avant même le SARS-CoV-2? Donc, comme je vous l'ai dit, la femme enceinte est sujette à des changements immunologiques qui la rendent plus sensible aux infections. On a également une augmentation du besoin d'oxygène et des études auparavant avaient montré que les femmes avec des pneumonies avaient un risque plus élevé d'avoir des enfants prémas, des risques plus élevés de prééclampsie ou encore d'enfants avec un poids faible. Et donc, on s'est posé la question du rôle du Covid dans tout ça. Et il y a plein d'articles qui ont été publiés cette année, dont notamment celui-ci que j'ai trouvé très intéressant, puisqu'en fait, c'est une méta-analyse qui a été publiée en novembre 2020 et qui reprend 23 études et plus de 1100 femmes enceintes. Et donc, cette méta-analyse a permis de sortir 4 grandes conclusions. La première, c'est que finalement, l'admission aux soins intensifs des femmes enceintes était la même que celle des femmes non enceintes. Donc, on n'aurait pas une augmentation ou alors une aggravation plutôt de la pathologie chez la femme enceinte. La seconde conclusion, c'est que le nombre d'accouchements préma était de 23%, ce qui est quand même beaucoup plus important que chez la population générale. Donc, on aurait quand même une augmentation des infections, des grossesses préma. La troisième conclusion est qu'il n'y a pas eu d'ARN viral qui a été détecté ni dans le liquide amniotique, ni dans le placenta, ni dans les fluides vaginaux, ni dans le sang. Donc, on n'aurait pas de transmission intra-utérine a priori. Et puis, enfin, la quatrième conclusion, c'est que pas d'ARN n'a été détecté dans le lait maternel. Et donc, l'OMS ne contre-indique pas l'allaitement chez la femme contaminée ou qui a été contaminée par le SARS-CoV-2. Malgré tout ça, il nous reste quand même pas mal de questions. Donc, effectivement, est-ce qu'on n'a vraiment pas de transmission par le placenta? Quel est l'impact finalement au niveau des enfants? Est-ce qu'on a un effet au niveau de l'infection, du moment de l'affection, de la gestationnelle, etc. Et pour répondre à ces questions, il faudrait une étude prospective. Et il y en a justement une qui est en cours en ce moment, qui est une étude prospective large, multinationale, qui est censée durer plus de 6 mois et qui a commencé le 20 avril 2020. Et vous pouvez la retrouver sur le site des clinicaltrials.gov. Pour conclure, la vaccination, donc ici ce sont les informations du Conseil supérieur de la santé, publiées en décembre 2020, qui dit qu'il n'y a pas de vaccination systématique pour la femme enceinte. En tout cas, ce n'est pas recommandé. Par contre, si la balance bénéfice-risque est positive, alors on recommandera la vaccination. Et puis, toutes les femmes allaitantes, elles, par contre, peuvent être vaccinées sans souci. Voilà, merci pour votre attention et si vous avez des questions, je vous écoute.